Ce que je vous propose, c'est de commencer. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble. Dans le cadre de cette conférence, c'est une conférence qui est organisée pour la rentrée des tribus. Donc, il faut savoir que sur la semaine, il y a eu à peu près 50 événements qui ont été organisés par les différentes tribus. Donc, nous sommes la dernière tribu, la tribu Poitou-Charentes, à organiser cette conférence sur le développement durable, la RSE et l'urgence de la décarbonation. Donc, on a le plaisir d'accueillir Tiffaine Vidal et Anne-Cécile Réalé, nos 2 intervenantes, qui vont aborder cette thématique. Mais avant tout, qui sommes-nous? Donc, la tribu Poitou-Charentes, vous avez 2 animatrices en chef. Donc, Jennifer Dumas qui m'a rejoint il y a peu de temps. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, ravie d'être parmi eux. Je suis donc Jennifer Dumas, je suis une ancienne diplômée de l'ESC Rouen, de la promo 2001. Je travaille actuellement dans une agence immobilière qui s'appelle Maxwell Benz Christie's et auparavant j'ai travaillé en contrôle de gestion, en audit interne, marketing et en cabinet d'avocat. Voilà pour ma petite présentation. Et me concernant, donc je suis Céline Meunier, donc je suis sortie de l'école ESC Reims en 2000. Donc après, j'ai fait 10 ans dans l'industrie comme responsable marketing et depuis 10 ans, je suis dans le milieu bancaire au sein du Crédit Agricole, donc comme responsable de la communication et depuis 3 ans, j'accompagne les professionnels du territoire. Donc c'est vrai que la thématique de la RSE me parle tout particulièrement, tant à titre personnel qu'à titre professionnel, parce que j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler sur le nouveau site du Crédit Agricole, sur le parc bas carbone à Lagore, et pour faire ce superbe bâtiment à énergie positive. Voilà, pour les petites présentations nous concernant. Donc, ce que je vous propose, si vous pouvez tourner, les filles, le slide, c'est, voilà, Neoma et ses alumni. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est vrai que j'ai été impressionnée par ce chiffre. Neoma et ses anciens élèves, c'est plus de 70 000 personnes dans 92 pays, donc une réelle force de frappe, un réel réseau, et plus de 500 bénévoles pour animer ce réseau. Et nous, tout particulièrement la tribu Poitou-Charentes, donc c'est à peu près 270 membres, essentiellement autour de La Rochelle, Niort et Poitiers. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la tribu. Vous avez l'adresse email pour nous contacter, ou autrement sur le site de Neoma. Sur les 2 dernières années, quelques petits exemples d'événements qu'on a mis en place. Donc 2019, on a pu encore faire du présentiel et du physique. Donc ce sont des événements qui se sont faits soit uniquement au sein de la tribu Neoma ou avec nos cousins d'autres écoles de commerce avec qui on fait beaucoup de synergies comme les cousins HEC pour nouer et croiser nos réseaux. Donc avec voilà, des événements sur La Rochelle, sur Niort, sur Saint-Jean-d'Angély, avec toujours le mot d'ordre, la convivialité. Et puis sur 2020, donc là, Covid obligeant, on a été plus en format visioconférence et avec notamment un apéro virtuel en fin d'année 2020. Et puis, on a pu, grâce à nos cousins HEC, avoir 2 belles conférences de qualité avec le président de la CAMIF et puis Vincent Merlingue sur le début d'année. Donc voilà, quelques petits exemples d'activités. Et puis, pour finir, rejoignez-nous. Donc, on recherche tant des co-animateurs que des intervenants. Donc, si vous n'êtes pas de Neoma, n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos réseaux, partager vos compétences. Et puis, que vous soyez un maximum à nous rejoindre, toujours sur cette thématique de la convivialité, du partage. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à nos 2 intervenantes. Donc merci Tiffaine Vidal et Anne-Cécile Réalé. Et à vous. Oui, merci beaucoup. Merci. Ah oui, du coup, on va juste couper le son parce qu'on est dans la même pièce. Ça ne se voit pas forcément. C'est bon, les filles?
Ouais, merci. Et, du coup, je commence. Allez, ouais. vas-y. Du coup, juste pour se présenter rapidement, Tiffaine Vidal, je suis consultante et formatrice en RSE développement durable pour les TPE, PME. Depuis 5 ans à mon compte et depuis 12 ans dans ce secteur. Je suis également cofondatrice d'un projet qui s'appelle La Classe Verte, dans le cadre duquel je développe avec mon associé un programme de formation et d'accompagnement en ligne en RSE et en communication responsable et qui sortira avant la fin de l'année. Je te laisse te présenter, Anne-Cécile. Bonjour, Anne-Cécile Réalé. Moi, je viens d'arriver sur La Rochelle. J'ai travaillé, j'étais engagée au service de l'environnement depuis mes études. J'ai travaillé dans le secteur privé, dans le recyclage des emballages plastiques ménagers. J'ai travaillé en tant qu'indépendante dans les ressources humaines et en tant qu'élue dans le secteur public. Diplômée en développement durable et responsabilité sociétale des entreprises sur la norme ISO 26000, j'aime accompagner les entreprises et les organismes dans le déploiement de sa démarche et je voulais faire surtout un petit zoom sur la décarbonation. On en parlera tout à l'heure. Alors, on va démarrer dans cet ordre-là. Donc, d'abord, un petit topo développement durable RSE, puis ensuite, Anne-Cécile, plutôt sur les enjeux de décarbonation. Quelques chiffres clés pour introduire un peu le sujet. C'est la moitié des dirigeants de PME et de TI qui mènent une démarche RSE en France, d'après une étude de BPI France. 69% des actifs français qui sont prêts à s'engager dans la démarche RSE de leur entreprise. Et un autre chiffre clé, à votre avis, quelle est la part d'actifs pour lesquels la RSE est un critère important au moment de postuler? Si vous avez envie, vous pouvez mettre des réponses dans le chat. Alors, je ne les vois pas moi personnellement, parce que sinon, ça enlève le partage d'écran. Donc, la part d'actifs pour lesquels la RSE, c'est un critère important au moment de postuler. Est-ce que c'est 20%, 30%, 50%? Je ne sais pas s'il y a des réponses sur le chat ou pas, les filles. Ouais. Bon, alors je vais vous donner la réponse quand même. C'est 58, donc c'est près de 60% des actifs français qui considèrent que c'est un critère au moment de postuler. Et c'est même plus pour les millennials, donc la jeune génération, où ça monte jusqu'à 76%. Donc, c'est quand même assez conséquent. Alors, tout ça, ça donne une image assez positive. On se dit que la RSE, elle est bien intégrée, bien ancrée, qu'il y a des attentes croissantes de la part des candidats, des salariés, etc. Mais je vais un petit peu noircir le tableau. Hop, si j'arrive à passer la slide suivante. Voilà, la réalité, c'est aussi ça, c'est que les budgets sont très restreints. Donc, on a une entreprise sur 3 qui a un budget RSE équivalent à 0 €. Ça, c'est un nouveau chiffre qui vient de sortir dans le baromètre de la plateforme Vendredi de cette année. Et le manque de temps, ça a été identifié comme étant le principal frein à la mise en place d'une démarche RSE. Hop. Alors, pour aller un peu plus dans le fond du sujet, avec un historique rapide du développement durable jusqu'à la RSE, on a 3 dates clés à retenir quand on parle de développement durable. Alors, la première, ça va être les années 70 et plus particulièrement 1972, où on a un club d'économistes, le Club de Rome, qui a alerté en fait déjà sur les limites planétaires. Ils ont publié en fait le rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui, alors même si on ne parlait pas de développement durable à proprement parler à ce moment-là, ça a permis en fait de poser le constat que une croissance infinie dans un monde fini, au sens où les ressources matérielles ne sont pas infinies, n'était pas souhaitable. Donc déjà depuis en fait quasiment 50 ans, on a ce constat-là. Dès 1987, on a le terme de développement durable qui rentre officiellement dans un rapport de l'ONU, le rapport Brundtland, et on a la définition officielle du développement durable à ce moment-là qui émerge et donc qui se présente comme un mode de développement économique qui satisfait les besoins de chaque génération, à commencer par ceux des plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Donc, on a vraiment la notion de génération future qui est importante à ce moment-là. Et donc, dès 87, l'ONU alertait déjà que le modèle de développement économique mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ne pouvait pas durer, en tout cas dans le temps, il n'était pas soutenable.
Et puis, on va voir après avec les aspects réglementaires, mais on est passé vraiment du développement durable à la RSE par rapport au monde économique. Et la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. On dit aussi sociétale parfois. RSO pour les organisations, les ONG, les collectivités. Et donc, c'est l'application des principes du développement durable dans le monde de l'entreprise ou des organisations. Et ça vient directement du concept anglais de CSR, désolé pour mon accent, Corporate Social Responsibility. Alors, le petit schéma assez classique du développement durable, ce sont 3 piliers. Le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Et il faut les lire dans ce sens-là. Le social, c'est l'objectif du développement durable. C'est l'idée d'avoir un mode de vie, comme la notion des générations futures, etc. C'est vraiment un mode de vie vivable, équitable. Le pilier économique, c'est le moyen pour y parvenir. Et l'environnement, c'est la condition. Alors, cette photo qui est quand même assez parlante, peut-être que ça vous rappelle un événement. Ça date de 2013. C'est en fait le moment qui a été assez clé dans la prise de conscience du grand public des enjeux de responsabilité des entreprises. C'est en fait le scandale du Rana Plaza. Au Bangladesh, donc peut-être que vous vous en souvenez, c'est ce bâtiment de production de textiles qui s'est effondré et qui a causé la mort de plus de 1100 personnes à ce moment-là. Et ce bâtiment fournissait notamment des marques comme Mango, Primark, Camaïeu, Carrefour, etc. Donc ça a mis en lumière vraiment la responsabilité des entreprises dès 2013. Avant aussi, bien sûr, il y avait d'autres scandales comme Tchernobyl ou d'autres, mais ça a été un tournant à ce moment-là aussi. Alors vous me dites si je prends trop de temps et ça va. J'ai tendance à trop parler, donc il ne faut pas hésiter. Les deux référentiels principaux de la RSE, ce sont ces deux-là. Donc alors il y en a bien sûr d'autres. Quand on parle de méthodes et d'indicateurs, on va aller regarder peut-être d'autres référentiels comme le GRI, etc. Mais les principaux, donc les ODD, qui sont les 17 objectifs de développement durable, ils ont été fixés par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030. Vous avez sûrement déjà vu ces petites vignettes qu'on voit de plus en plus, même dans les rapports RSE des entreprises, sur les sites Internet, qui sont de plus en plus prises en main par le monde économique et qui permettent d'orienter les actions responsables sur le plan social ou environnemental des entreprises. Ils sont aussi beaucoup utilisés au niveau des collectivités, au niveau de la sensibilisation dans les écoles, etc. Et puis ici, c'est le schéma qui récapitule la norme ISO 26000, qui est la norme de référence pour la RSE et qui tourne autour de 7 questions centrales, ici en vert. Donc, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, donc par là, on entend l'éthique des affaires, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et développement local. Et au centre, la gouvernance de l'organisation. Donc, ces 7 questions centrales viennent guider la norme ISO 26000, mais à savoir que ce n'est pas une norme certifiante, comme beaucoup d'autres normes ISO qui vont être certifiantes. Là, celle-ci, elle ne l'est pas. C'est vraiment un cadre de référence, une méthode qui va être utilisée au niveau international. Et sur les obligations et les normes en vigueur en matière de RSE, alors bien sûr, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de ce sujet-là. Il aurait fallu une demi-journée, voire plus. Mais simplement pour voir qu'en fait, dès 2001, en France, on a la loi NRE, donc la loi sur les nouvelles régulations économiques, qui vient déjà introduire des premières obligations en matière de RSE. Donc, c'est le reporting extra-financier, donc sur des indicateurs sociaux et environnementaux qu'on appelle aujourd'hui des indicateurs ESG, G pour gouvernance. Et donc qui concerne les entreprises cotées en bourse principalement. Et ça va venir évoluer, cette loi-là, notamment avec, dès 2012, la loi Grenelle 2, qui va introduire des obligations pour les entreprises cotées en bourse ou qui ont plus de 500 salariés ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la norme ISO 26000, je vous en ai parlé, ce n'est pas une obligation, mais c'est un cadre de référence qui a émergé dès 2010 et qui est assez
important dans la matière. Le bilan carbone, qui depuis 2011 a été rendu obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et pour 2023, ce sera également obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont bénéficié du plan de relance. Donc là aussi, à ce niveau-là, ça bouge un petit peu. Je vous épargne les détails, mais en tout cas, le devoir de vigilance, c'est aussi un sujet assez important. Dès 2017, en France, on a cette loi qui a été adoptée. Et en fait, elle vient directement responsabiliser les entreprises qui ont des activités à l'international sur les aspects des droits sociaux, du travail, mais aussi des risques environnementaux. Donc, il faut en fait que ces entreprises fournissent chaque année un plan de vigilance avec l'identification des risques et les mesures qui ont été mises en place pour contrecarrer ces risques. Donc, on en entend peut-être de plus en plus parler en ce moment parce que c'est une réglementation qui est en train d'être revue au niveau européen. Donc, c'est parti du droit français et ça se traduit maintenant au niveau européen, notamment avec le scandale des Ouïghours en Chine, où la responsabilité de nombreuses entreprises est mise en cause. Donc, ça accélère le processus législatif, tous ces sujets. Et puis, enfin, la loi Pacte en 2019, dont on parlera un peu plus tout à l'heure, mais qui vient réellement transformer le code civil au niveau français. Et en fait, malgré... alors, j'ai oublié de passer ça. Voilà. Malgré tout cet arsenal législatif qu'on pourrait voir comme assez lourd, en fait, ce ne sont pas forcément des obligations d'être responsable. Ce sont plutôt des obligations de transparence et de communication. On va devoir démontrer ses engagements par un reporting, mais il n'y aura pas forcément de critères sur sur les engagements en fait à proprement parler. Donc, mais on est en train d'évoluer tout doucement vers ce type d'initiative. Il y a notamment la nouvelle plateforme de l'État qui s'appelle Impact. Il me semble que c'est juste impact.gouv. Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Et qui, en fait, incite les entreprises à publier leurs indicateurs directement sur la plateforme. Donc, en fait, tout doucement, on sent qu'on est en train d'aller vers plus de transparence et d'exigence sur les critères. Et donc, on pourrait dire que ça ne concerne que les grandes entreprises, tout ça, mais en fait, ça concerne aussi les plus petites, indirectement. Donc, ce ne sont pas des obligations formelles, mais en fait, dans les marchés publics, déjà, on va avoir de plus en plus d'indicateurs RSE qui peuvent être demandés pour répondre à des appels d'offres, pardon. Et les fournisseurs ou les sous-traitants, donc les TPE, PME qui vont travailler avec des grands comptes, sont de plus en plus aussi sollicités pour fournir leurs indicateurs sur, par exemple, la plateforme EcoVadis. Donc, ce n'est pas à négliger pour les plus petites structures également. Et je pense que je vais devoir accélérer parce que je parle beaucoup. Mais en tout cas, sur la raison d'être, les raisons d'être, en tout cas, là, ce sont des exemples de raisons d'être, donc des entreprises qui ont décidé de modifier leur statut et d'inscrire ce qu'on appelle la raison d'être dans les statuts. Donc, c'est au sens de la loi Pacte. Alors, la raison d'être, c'est le premier pas, on va dire, de cette loi. Le deuxième pas, c'est d'être société à mission. Donc, c'est le cas de ces 3 entreprises, Maïf, Citeo et Léa Nature, puisqu'elles ont donc modifié leur statut pour inscrire des objectifs sociaux, environnementaux, qui vont être en fait vérifiés par un organisme tiers indépendant tous les 2 ans. Voilà, donc on est vraiment au tout début de ces initiatives-là, puisque là, il y a à peu près 200 entreprises qui sont devenues sociétés à mission en France. Donc, alors, on n'aura pas le temps malheureusement de toutes les lire. Je vous les ai mises là si vous voulez les lire, et elles seront sur le replay ou sur le site internet des entreprises directement. Et voilà, quelques exemples d'organisations qui sont engagées sur le territoire. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Parmi celles-là, il y en a qui communiquent dessus. Parmi celles-là, il y en a qui ne communiquent pas sur leurs engagements. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une variété de secteurs d'activité, variété de tailles d'entreprise aussi qui s'engagent sur ces sujets de RSE. Est-ce que j'ai le temps pour ça? Les 8 clés pour intégrer une démarche RSE. Voilà, j'avais juste voulu résumer un petit peu les facteurs clés de succès, entre guillemets, quand on souhaite mettre en place une démarche dans son entreprise.
Donc, la première clé de réussite, ce serait déjà d'observer ce que l'on fait, de mener un diagnostic en fait RSE. Souvent, il y a plein d'actions qui sont menées, mais on n'arrive pas bien à les identifier, notamment dans les structures où il va y avoir plusieurs services, etc. Et même les plus petites, hein, d'ailleurs. On n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait déjà. Donc, c'est important de prendre ce recul-là. Et pour le faire, de se baser sur des référentiels existants. Donc, par exemple, l'ISO 26000, par exemple, les ODD. Il y a aussi des référentiels sectoriels qui sont créés par les syndicats, notamment des fédérations diverses et variées. Donc, de regarder ce qui se fait dans son secteur d'activité pour trouver des indicateurs pertinents, voilà, savoir si on doit plus s'orienter vers les thématiques de l'énergie, du carbone, des enjeux sociaux, etc. Cartographier ses parties prenantes aussi, donc ça fait partie des clés de la démarche. Donc vraiment pour comprendre et connaître l'écosystème dans lequel s'inscrit l'entreprise. Une matrice de matérialité, oui, excusez-moi, j'ai passé sur ça. Alors, c'est un peu le jargon en RSE, mais l'idée, c'est vraiment de mettre en perspective la vision des parties prenantes extérieures à l'entreprise, donc les fournisseurs, les clients, les sous-traitants, les associations du territoire, etc. Donc, de voir comment ces acteurs-là perçoivent l'impact social et environnemental de l'entreprise avec le développement interne de l'entreprise. Et ça, c'est un exercice très intéressant qui permet vraiment de prioriser ces actions et de ne pas faire fausse route. Ensuite, avoir une vision à 2 ou 3 ans avec des indicateurs, un plan d'action, etc. Et intégrer pleinement la démarche dans l'entreprise. Donc, avec vraiment, l'idée, c'est d'outiller la RSE et de ne pas juste en faire un plan d'action qui va rester un petit peu oublié dans un tableau Excel dont personne ne va se servir, mais c'est vraiment de la faire vivre au quotidien, d'organiser des groupes de travail, d'avoir des référents, des ambassadeurs RSE, voilà, développer une charte RSE, etc. Donc, la jouer collectif, participatif, en interne et en externe. Former, sensibiliser ses équipes. Et enfin, la dernière, c'est le savoir-faire avant le faire savoir. C'est vraiment un concept aussi dont on entend souvent parler en RSE, mais c'est très important de le noter. C'est vraiment l'idée de valoriser sa démarche sur la base d'actions concrètes, de fondements concrets, et sans tomber dans le greenwashing ou le social washing, comme on peut le voir parfois. Et voilà, je vais terminer juste avec ça. Donc, le podium des actions RSE en France, donc par quel type d'action les entreprises s'engagent en priorité. Donc, sur le plan environnemental, ça va être la réduction des déchets qui va être valorisée en majorité. C'est vrai que c'est en plus souvent comme à ça qu'on réduit souvent la RSE. Souvent, la RSE est perçue comme étant purement sur le plan environnemental, notamment avec le sujet des déchets. Et en fait, on voit qu'il y a plein d'autres actions possibles en matière de RSE. Sur le plan social, ça va être les enjeux à quasiment 70%, hygiène et santé des parties prenantes, les conditions de travail et l'égalité femmes-hommes. Et sur le plan sociétal, ça va être l'ancrage, le développement local, donc tout ce qui va être travail avec les associations, etc. Les réflexions autour de la raison d'être et des valeurs qui montent de plus en plus, notamment avec la loi Pacte, et les actions anti-corruption. Je laisse la main à Anne-Cécile pour la suite. Merci Tiffaine. Alors justement, en regardant ton tableau, on peut voir que les actions RSE en faveur de l'environnement concernent à 44% la réduction des émissions de CO2. Et donc, moi, je voulais faire un petit focus sur les enjeux de la décarbonation parce que cet été, on a vu une multiplication des catastrophes naturelles. On a eu d'importantes inondations qui ont causé des centaines de morts en Allemagne, en Belgique, en Chine et en Inde. Les crues ont causé d'énormes dégâts au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, entre autres à Saintes et dans le Gard. Mais on a vu aussi comme phénomène des vagues de chaleur qui se sont abattues sur l'ouest des États-Unis, le Canada, la Grèce, avec des records de température à 49,6 degrés.
Les scientifiques parlent de dômes de chaleur et on a vu également apparaître des nuages de la famille des cumulus, les pyrocumulus, qui se forment au-dessus d'une source de chaleur intense. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu un autre événement cet été qui a été la sortie du dernier rapport du GIEC au mois d'août. Alors, le GIEC ou l'IPCC, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé en 1988. C'est une organisation qui regroupe 195 États membres de l'ONU et ce sont des milliers d'experts volontaires et bénévoles qui travaillent. Leur mission, c'est faire un état des lieux des connaissances scientifiques et de la compréhension sur le climat. Leur objectif, c'est de permettre des négociations internationales sur le climat, telles que l'accord de Paris, la COP 21 en 2015, et la COP 26 qui aura lieu à Glasgow en novembre. La composition du GIEC. En fait, ce sont 3 groupes de travail. Le dernier rapport est le premier groupe qui étudie les aspects scientifiques du changement climatique. Un deuxième groupe, dont le rapport sortira en cours 2022, évalue les conséquences, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Et le troisième groupe étudie l'atténuation du changement climatique. À chaque fois, un groupe publie 3 versions. Un rapport complet qui fait à peu près 3949 pages, un rapport technique, 159 pages, et un rapport pour les décideurs de 42 pages. Donc, je voulais vous parler de ce rapport parce que le rapport est simple. Il nous dit que l'activité humaine est responsable du changement climatique. Il est généralisé et rapide et d'intensité croissante. La température mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré depuis la période de 1850 à 1900. Les 20 prochaines années, il devrait atteindre ou franchir le seuil de 1,5 degré Celsius. Le responsable de nos émissions, ce sont le dioxyde de carbone, les gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que c'est? Les gaz à effet de serre, ce sont ces gaz qui retiennent une partie de la chaleur. Ce sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre. Donc, il y a le dioxyde de carbone, le CO2, mais il y a également le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, que nous dit le GIEC? Il nous montre différents scénarios, donc 5 scénarios, qui nous montrent en fait la relation entre l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Et on peut voir que rapidement, dans les scénarios, nous dépassons les 1,5 degrés. Donc, il y a 5 différentes trajectoires. Nous dépassons généralement le seuil des 1,5 degrés entre 2021 et 2040. Et nous resterons au-dessus de ce seuil jusqu'à la fin du siècle. Donc, qu'est-ce que nous dit ce rapport? C'est que si nous ne faisons rien, les températures vont continuer à augmenter. Une augmentation en force et en fréquence des catastrophes naturelles, des impacts irréversibles pendant des milliers d'années sur la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans. Une augmentation des inégalités. En effet, les impacts seront différents entre les surfaces du globe. Et la Terre et les océans ne pourront plus absorber autant de CO2. Donc, pour pouvoir rester sous des scénarios qui ne dépasseraient pas 2 degrés d'augmentation en température, on voit, en fonction des différents scénarios, qu'il faut drastiquement baisser nos émissions de CO2. Le CO2 reste en moyenne 1 siècle dans l'atmosphère. La température planétaire continuera à augmenter, au moins jusqu'en 2050, quoi que nous fassions au cours de ces prochaines années. Donc, il faut, pour obtenir le scénario 1, que nous arrêtions immédiatement toute émission, ce qui, effectivement, pour l'instant, n'est pas envisageable. Mais l'humanité a émis 2560 gigatonnes de CO2 depuis 1850
Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, il faudrait n'en émettre que 500 gigatonnes de plus. Au rythme actuel, ce seuil sera dépassé en 2032. Donc, il est urgent de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2. Comment ? Justement, en agissant à tous les niveaux, aussi bien en mettant en place des systèmes de RSE dans les entreprises, mais pas que. Il faut réagir au niveau mondial, européen, au niveau de la France, du territoire, du local, des entreprises, des organisations, quelle que soit leur taille, et de l'individu. Alors, sur le territoire de La Rochelle s'est engagée pour être le premier territoire littoral à obtenir un bilan zéro carbone. Une étude basée sur la méthode de bilan carbone de l'ADEME montre que sur l'agglomération rochelaise, 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 sont émises chaque année. Les émissions sont liées pour 27% à la mobilité, déplacement de personnes et de marchandises, 40% aux entrants et à la consommation, 16% aux activités, industrie, tertiaire, agriculture et 16% à l'habitat. Le territoire rochelais est l'un des premiers en France à créer une coopérative locale du carbone. Cette coopérative réunit entreprises, banques, collectivités locales, associations, organismes de formation et de recherche, associations et citoyens. Elle permet d'accompagner les porteurs de projets pour des réductions d'émissions tout au long de leur parcours. La certification de projets permettra d'apporter un cofinancement, notamment pour la vente de crédits carbone, et d'assurer l'évaluation de l'impact environnemental des actions. Donc là, je vous ai parlé au niveau du territoire, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, on peut calculer son empreinte carbone et voir qu'en moyenne, aujourd'hui, nous émettons 10 tonnes de CO2 par an. Pour arriver à une neutralité carbone en 2050, nous devons descendre à 2 tonnes de CO2 par an. Principalement, comme on peut le voir sur le graphique, c'est le transport qui émet énormément de CO2, mais également l'habitat et la consommation, entre autres de viande rouge, avec 1,8 tonnes. On a aussi, je vous montre aussi les chiffres du rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, qui montre bien que le transport émet 31% de notre production de CO2. Et à titre individuel, la voiture individuelle émet 15,7%. Donc, nous avons tous un poids dans la balance concernant notre décarbonation. Je vous invite à calculer votre empreinte avec nos gestes climat ou à faire des ateliers comme la fresque du climat ou de tonnes pour comprendre quel est votre impact à titre personnel pour pouvoir agir de manière globale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'arrête le partage. On va voir s'il y a des questions. Peut-être juste pour conclure pour rebondir sur la conclusion, le fait que ça se passe à toutes les échelles. Souvent, on entend dire que les petits gestes citoyens, ça ne compte que pour 25% à peu près de ce qu'il faudrait faire en termes d'efforts sur la partie carbone. C'est parce que ça vient d'une étude de Carbone 4 qui est très pertinente sur le sujet et qui montre que l'impact des grandes entreprises, il est équivalent à peu près 70%. Mais en fait, ce qu'il faut effectivement se dire en tête, c'est que ce ne sont pas que les grandes entreprises, que l'impact de ces grandes entreprises, il existe aussi parce que ça fait partie d'un modèle, d'un système qui implique aussi les plus petites, les moyennes entreprises, les individus qui vont acheter tel type de produit. Voilà, donc c'est pas à minimiser. Et comme tu disais, c'est sur c'est sur le plan des individus, des entreprises, des collectivités, etc. Et notamment avec La Rochelle, territoire zéro carbone, c'est intéressant de voir que c'est une initiative qui regroupe toutes ces parties prenantes. Comment ça se passe du coup pour les questions? S'il y en a, on les lit directement ou vous nous les posez? Ouais, ok. D'accord. Alors.
tac. Comment commencer à parler de mettre en place un système RSE dans son entreprise, de Asma. À parler, donc à comment initier la démarche, j'imagine, en interne. C'est une bonne question. Et en plus, ça vient souvent c'est le moteur en interne, il peut venir ou des dirigeants, dirigeantes. Souvent, c'est le premier moteur, ça va être à ce niveau-là. Mais de plus en plus, ça vient des responsables marketing ou communication, RH, et de plus en plus aussi au niveau du juridique. Sans parler bien sûr des services qualité, HSE, etc., qui vont aussi impulser la démarche. Donc après, ça dépend de la taille de l'entreprise, etc., mais peut-être déjà se rattacher à ce niveau-là, puisque au niveau RH, c'est pertinent parce qu'ils ont une vision sur les enjeux sociaux internes de l'entreprise, donc ça peut se rattacher à la RSE. Au niveau qualité, sécurité, environnement, là aussi, il y a des liens. Donc voilà, en général, c'est vrai que c'est bien de faire le lien par ces sujets-là, d'identifier peut-être certaines faiblesses ou certains enjeux qui ne sont pas suffisamment pris en compte pour faire remonter le sujet, impulser de la démarche, mais ça peut venir un peu de partout. Et présenter les arguments de la RSE qui sont très nombreux. Alors, s'il faut parler d'impact, bien sûr, l'impact social environnemental, c'est l'argument, on va dire, numéro 1, mais malheureusement, ça ne suffit pas souvent à convaincre une entreprise d'aller sur le terrain de la RSE. Parfois, il faut parler aussi d'économie. Donc, il y a une étude de France Stratégie qui date de 2017, donc ça serait bien qu'il y en ait une nouvelle, parce que ça commence à dater un petit peu, mais qui démontre que la RSE apporte un gain de performance économique de 13% en moyenne. Donc ça, c'est un argument aussi parmi d'autres, parmi le fait que la RSE permet aussi d'améliorer la cohésion d'équipe autour de projets justement qui ont du sens, qui répondent aux attentes des candidats comme on a vu au début. Et ça réduit le turnover, ça permet d'anticiper les risques sociaux, les RPS, les risques psychosociaux, les risques liés à la santé et sécurité au travail, les risques environnementaux, et surtout d'anticiper la réglementation qui est très changeante. Donc voilà, tous ces arguments mis bout à bout, finalement, ça peut... Ça fait. Voilà. Et au niveau carbone, peut-être et aussi, au niveau carbone aussi. Voilà. L'aspect pécuniaire, en effet, merci aussi, oui. Société à mission. Ouais, je vais enchaîner. Ouais. Société à mission, oui, on peut en dire plus. Effectivement, ça a été introduit par la loi Pacte de 2019. L'idée, c'est de venir modifier en fait les statuts de l'entreprise, donc auprès du greffe, etc. Donc, c'est une vraie démarche de modification des statuts et on vient inscrire dans les statuts de l'entreprise des objectifs sociaux et environnementaux. Ainsi que la raison d'être de l'entreprise, qui va être rattachée à ces objectifs sociaux et environnementaux, chiffrés, et on va venir vérifier tous les 2 ans par un organisme tiers indépendant la bonne réalisation de ces objectifs. Et pour ça, il y a un comité de mission qui est mis en place en interne, qui doit intégrer des parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Donc, voilà, comme je vous disais, on est à atteint 200 là, de sociétés à mission en France, donc c'est grandissant. Certification B Corp, c'est un label privé, tout comme il y en a, alors c'est à l'international B Corp, et il y en a d'autres en France comme le label Lucie, plutôt adapté pour les TPE, PME, et puis après il y a d'autres labels sectoriels. Le label AFNOR aussi. Ouais. Il y en a beaucoup, c'est votre cas. Oui, oui, et orienté carbone. Non, pas spécifique. Ouais. Tac. Pour information, les régions proposent des aides pour financer une labellisation RSE. Oui. Alors, pas toutes les... Alors, je serais curieuse de savoir là s'il y a un exemple de région. Parce que, en tout cas, Nouvelle-Aquitaine, il me semble que l'aide à la démarche RSE, elle a été stoppée en 2019.
Alors, peut-être qu'il y a du nouveau depuis. Les CCI peuvent aider, oui, dans la démarche, tout à fait. Quand une entreprise a une démarche RSE, comment est-il possible de maîtriser sa communication sans être accusé de greenwashing? Exemple de Danone avec les bouteilles en PET. C'est là où c'est compliqué. Tu veux peut-être prendre... Non, vas-y. Non, mais après, oui, c'est... Enfin, oui, comment le savoir-faire avant de le faire savoir. Ça, c'est vraiment le principe clé à garder en tête quand on communique. Après, l'impact de la communication RSE, il est quand même pas du tout le même quand on parle d'une TPE, PME, ETI que d'un grand groupe, une multinationale comme Danone. C'est quand même pas la même portée. Et comment maîtriser sa communication? Ouais, c'est d'abord agir avant de vouloir communiquer. Beaucoup d'entreprises font de la RSE sans même en parler. Alors, c'est leur choix. On peut aussi avoir envie de valoriser cette démarche-là et c'est tout à fait pertinent aussi. Mais effectivement, sans tomber dans des allégations abusives qui sont d'ailleurs de plus en plus condamnées. Il y a eu des cas là au niveau jurisprudence pour éviter ce genre d'allégations environnementales ou autres. Oui, actuellement aussi, par rapport à la neutralité carbone, il y a beaucoup d'entreprises qui se veulent neutres en carbone, alors que clairement, elles ne le sont pas. Donc, c'est pareil, c'est du greenwashing et il faut faire très attention à ce qu'on dit et surtout d'abord le faire. Oui. Oui. C'est un label parmi beaucoup d'autres, comme ici, tout à fait. La région Nouvelle-Aquitaine subventionne ma labellisation à hauteur de 50% et l'OPCO finance la formation de mon staff. Ok, bah c'est une très bonne nouvelle. Alors j'imagine que du coup c'est peut-être au cas par cas et ça ne passe pas par un appel à projet, mais ça a peut-être changé. Donc c'est une bonne nouvelle dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Ou est-ce qu'on peut rebondir sur un autre sujet? Une demande de subvention, d'accord. Merci. Mais oui, sur les enjeux, en attendant qu'il y ait d'autres questions, s'il y en a d'autres. Pour la communication, je précise juste, c'est vrai que ce qui me pêche parfois, c'est la pertinence des indicateurs, par exemple, ou l'absence d'indicateurs. Alors, ça peut paraître, voilà, toutes ces démarches de reporting qu'on appelle extra-financiers, qui concernent principalement les grandes entreprises, ça peut paraître un peu, comment dire, voilà, très, très administratif, très normé, etc. Mais en fait, c'est essentiel et sans ça, on ne peut pas avoir une communication qui soit juste sur ces actions. Donc, c'est vraiment rendre la RSE méthodique et structurée pour pouvoir justement attester de ces efforts. Sans aussi, ce qui est intéressant, c'est de plus en plus les entreprises qui vont jouer la transparence jusqu'au bout et admettre les efforts qui restent à faire, admettre les faux pas, admettre voilà, aussi la partie qu'on pourrait percevoir comme ayant une image moins positive, enfin voilà, pour l'entreprise. Mais en fait, c'est cette transparence-là aujourd'hui qui séduit les cibles finales, que ce soit les consommateurs, des particuliers ou même en B2B. L'important, c'est vraiment la transparence et les indicateurs. Et les candidats aussi. C'est Oui. un vrai facteur pour les nouveaux. Oui. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. N'hésitez pas, hein, si vous voulez. Peut-être redonner la parole à Céline. Ouais. Peut-être que Céline, peut-être que vous avez d'autres questions, vous, directement. Je coupe le micro, du coup. Oui. Hop. Alors, hop, Merci beaucoup Anne-Cécile et Tiffaine. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous avez quelques minutes avant que l'on
ne clôture notre conférence. En tout cas, merci pour ces témoignages très intéressants et très diversifiés sur la RSE et la décarbonation. Je ne sais pas si vous le savez, mais tout a été filmé et vous pourrez retrouver donc la conférence sur YouTube au niveau de la chaîne Neoma, des alumni Neoma. Voilà, si vous voulez le partager avec des personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir ou si vous voulez la revisionner, elle sera disponible dans les prochains jours. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? A priori, non. Non, donc c'est bientôt le week-end. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est de clôturer la soirée. Merci à toutes les deux, un grand merci. Et puis, pour les alumni Neoma Poitou-Charentes, j'espère vous retrouver très rapidement avec Jennifer en physique, parce que ce sera bien de se revoir physiquement. Et puis, on va faire en sorte d'organiser un événement dans les prochaines semaines d'ici la fin d'année, qu'on puisse faire quelque chose de convivial tous ensemble. Voilà, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt et bon week-end. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.